Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Histoire d'œuvre. Nous recevons ce soir Albert Dichy pour son dernier ouvrage, Les valises de Jean Genet, paru en octobre dernier aux éditions de l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Albert Dichy, bonsoir. Bonsoir. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. Comme d'usage et avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments biographiques pour éclairer cette discussion. Alors, Albert Dichy, vous êtes né à Beyrouth, au Liban, pays que vous avez quitté en 1975 pour vous installer en France. Votre famille paternelle est d'origine égyptienne, celle de votre mère d'origine turque, avec comme langue commune le français, ce qui explique en partie à la fois votre rapport à la littérature d'expression française, votre intérêt pour l'Orient et votre sensibilité particulière à l'œuvre de Jean Genet. Nous y reviendrons dans le cours de cette conversation. En 1988, vous avez participé à la création de l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, dont vous êtes actuellement le directeur littéraire et qui rassemble les archives de très nombreux écrivains, parmi lesquels évidemment Jean Genet, mais aussi Louis-Ferdinand Céline ou encore Marguerite Duras. Même si vos travaux personnels portent également sur d'autres auteurs dont le fonds est déposé à l'IMEC, comme par exemple le Libanais Georges Chehadé ou encore l'Algérien Kateb Yassine, vous êtes aujourd'hui le spécialiste incontesté de Jean Genet. Vous lui avez consacré plusieurs ouvrages, documentaires ou émissions, et co-dirigé notamment l'édition de son théâtre complet dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Nous allons évoquer ensemble les valises de Jean Genet, livre en tout point remarquable par sa genèse et par son contenu, mais auparavant, si vous le voulez bien, quelques mots sur l'IMEC sans lesquels un tel ouvrage n'aurait jamais pu voir le jour. Alors Albert Dichy, première question, qu'est-ce que l'IMEC? Alors l'IMEC, c'est d'abord l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. C'est un institut qui accueille des archives d'écrivains, mais aussi de maisons d'édition, de revues, et de façon un peu plus générale, des archives de tout le champ de la culture contemporaine, c'est-à-dire aussi bien des compositeurs comme Éric Satie, ou donc des écrivains, vous avez cité Marguerite Duras, ou Céline, ou Rob Grillet, ou Jean Paulhan, mais aussi beaucoup de philosophes et de penseurs d'aujourd'hui, que ce soit Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, Louis Althusser, Jean Baudrillard, il y en a beaucoup. Et donc c'est un institut qui avait pour mission ou pour objectif au départ d'ouvrir de façon plus rapide, plus directement, d'offrir directement au public des archives très contemporaines et qui nous permettent de penser notre temps avec les penseurs dont nous recueillons les archives. C'est-à-dire que nous sommes aussi le produit d'une période qui a été très interdisciplinaire, où il n'y avait pas trop de cloison entre les disciplines, et l'IMEC reflète au fond cette grande période. Voilà, nous sommes installés dans une abbaye, c'est aussi une chose importante, nous avons été créés à Paris, et nous sommes délocalisés dans une magnifique abbaye aux portes de Caen en Normandie, grâce à une proposition de la région qui a mis à disposition pour nous un magnifique instrument qui nous permet à la fois d'accueillir des archives, mais aussi d'organiser des opérations de valorisation de ces archives et d'offrir une scène littéraire à la région.
Alors justement, ce sont des archives qui ne sont pas figées puisqu'elles sont destinées à alimenter des travaux de recherche, mais aussi des travaux de promotion autour des archives et du modus operandi des auteurs qui les ont déposés. De quelle manière s'articule votre travail concrètement autour de ces documents? Alors, c'est vrai que dès le départ, nous n'avons pas voulu considérer les archives comme, comment dire, comme une richesse du patrimoine qu'il faut conserver d'abord, mais nous avons tout de suite voulu que ces archives soient non seulement ouvertes, mais actives, vivantes, qu'elles restent, qu'elles soient accompagnées par des travaux qui permettent de les exploiter et de les ouvrir, parce qu'au fond, dans la littérature, si on y pense, le nombre de grandes œuvres qui proviennent des archives, à commencer par les pensées de Pascal, c'est quoi? C'est des archives, c'est des papiers qu'on a retrouvés après sa mort. Les poèmes de Rimbaud, c'est une réunion de poèmes qui ont été dispersés et qui n'ont constitué un livre que longtemps après la mort de Rimbaud. Donc voilà, nous avons voulu accompagner cela et au fond nourrir aussi la littérature avec ce que les archives contiennent et qu'on considère parfois à tort comme ce qui reste d'une œuvre, alors que dans les archives, il y a aussi tout l'avenir d'une œuvre qui peut être enclos. Nous avons publié par exemple le volume de Louis Althusser, le texte autobiographique de Louis Althusser, à une époque où plus personne ne lisait Althusser, et qui a permis à son œuvre de revenir dans le circuit de la pensée contemporaine. Donc voilà, c'est ne pas réduire le fossé qui existe entre l'archive et la création. Que l'archive et la création aient une articulation qui leur permette de rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire des choses souvent brûlantes. C'est d'autant plus vrai que l'IMEC n'a pas en dépôt uniquement les archives d'écrivains décédés. Vous avez également en dépôt les archives d'écrivains toujours vivants, bien entendu, et en activité. Je pense par exemple à l'immense poète syrien Adonis, mais aussi à Tahar Benjeloun, que nous avons reçu récemment, ou bien d'autres. Ça, c'est très très important, c'est fondamental pour que nos auditeurs comprennent bien quel est le propos de cette institution. Bien sûr, notre idée était aussi de travailler avec les écrivains, de ne pas, voilà, nous avons besoin d'eux pour comprendre mieux leurs archives et nous avons besoin de leur regard et de leur pensée de l'archive pour nous-mêmes penser le travail que nous effectuons sur eux. Nous avons beaucoup d'écrivains qui sont des écrivains vivants et qui nous aident à accompagner leur œuvre et leur pensée, et en retour, nous-mêmes, notre conception de l'archive est transformée par le regard que eux portent sur nous. Alors, dans le cas d'Adonis dont vous parliez, c'est quand même un cas un peu particulier parce que c'est un immense écrivain, un immense poète, probablement le plus grand poète vivant du monde arabe, qui a voulu aussi mettre ses archives à l'abri puisqu'il vient de pays qui sont très agités, très secoués, que ce soit la Syrie, le Liban, et donc il a choisi l'IMEC pour que ces archives puissent être quelque part sauvegardées. Alors, et cela nous ramène directement au livre que nous allons évoquer. En quoi un fonds, comme le fonds Genet par exemple, à travers votre travail sur ce fonds plus particulièrement, illustre-t-il le rôle de cette structure dans la connaissance de l'œuvre des écrivains? Alors c'est un cas un peu particulier, parce qu'il existait un fonds Genet
qui a été un des premiers fonds historiques de l'IMEC, avec le fonds Céline d'ailleurs. C'était au fond, au tout départ, c'était l'idée aussi de constituer des fonds d'archives autour d'écrivains ou de penseurs ou d'artistes qui ont besoin d'être entourés de documents qui permet au fond historique sur lequel ces œuvres se détachent d'être mieux appréhendées. Donc, Genet lui-même, évidemment, ne conservait pas ses archives. Genet avait plutôt avait beaucoup plus la tentation de la dispersion et de la disparition de ses archives. C'était pas quelqu'un qui a jamais pris soin de lui, ou même peut-être qui ne s'est jamais considéré comme un écrivain tout à fait à part entière, ou même comme un écrivain classique. Donc l'idée de conserver ses archives était entièrement hors de son champ. Ça s'est fait après sa mort, par un rassemblement comme on construit un patchwork avec des dépôts ou des apports apportés par des proches de Jean Genet. Dans le cas présent, les valises de Jean Genet, c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Genet donc avait confié 15 jours avant sa mort 2 valises et une pile de documents à son avocat, celui qui avait été son avocat pendant la guerre d'Algérie et qu'il avait ensuite toujours suivi et soutenu, c'était Roland Dumas. Et Roland Dumas les a conservés chez lui. Genet lui avait dit « faites-en ce que vous voulez » et il est mort 15 jours plus tard. Donc Roland Dumas les a sauvegardés. On ne sait pas très bien les raisons pour lesquelles Genet lui avait confié ses archives. Genet disait plutôt que c'est son expression qu'il jetait aux chiottes ses manuscrits, donc c'était une chose un peu particulière. Donc là, il les a conservés, il a donné ses valises à Roland Dumas. Il y a à peu près une quinzaine d'années, Roland Dumas m'avait demandé de jeter un coup d'œil sur ses valises pour que je lui dise si elles contenaient des choses intéressantes, s'il y avait et donc j'avais eu le plaisir, le privilège d'ouvrir ces valises pour la première fois et je lui avais dit que c'était des choses extrêmement précieuses et qui, pour la recherche, en tout cas autour de Genet, étaient vraiment des documents de premier plan. Par la suite, Roland Dumas voulait peut-être lui-même les exploiter. Il a eu cette idée lui-même, puis il a été pris par d'autres affaires, on va dire. Et ces archives, ces valises, ont dormi dans son cabinet d'avocat durant 34 ans. Et il y a à peu près 1 an et demi, Roland Dumas, qui a maintenant atteint un âge assez avancé, il aura 99 ans cette année, a décidé de mettre ses affaires en ordre et m'a fait l'honneur, et l'a fait aussi à l'IMEC, de lui confier l'ensemble de ses documents. Alors, que peut-on trouver dans ces valises? Alors, précisons pour ceux qui nous écoutent qu'il y a tout un ensemble de documents, de papiers, ça va de la note d'hôtel à la coupure de presse, en passant par l'ordonnance, en passant par le texte plus ou moins structuré. C'est en fait la matrice littéraire. Là, nous sommes véritablement au cœur de la création de Jean Genet, qui était un auteur, il faut le rappeler, dont la vie personnelle était étroitement liée à la création littéraire. Elle en constituait à la fois le substrat et l'explication. Par ailleurs, ces valises couvrent une période
pendant laquelle on a supposé, et c'est la grande découverte finalement de cet ouvrage, pendant laquelle on a supposé que Genet avait renoncé à l'écriture. Il avait pris cette décision après le suicide de son compagnon Abdallah en 1964, et on pensait que effectivement cette période avait été un grand silence. Or justement, ce que vous mettez en lumière, c'est le fait que cette période, au contraire, a été extrêmement productive, même s'il n'y a pas eu de parution ou de publication. Alors, si vous voulez bien nous expliquer ce point qui est fondamental. Genet n'est pas un écrivain classique, hein, c'est un écrivain assez singulier, c'est quand même quelqu'un qui, il faut le rappeler, a publié la dernière œuvre de son vivant à l'âge de 50 ans. En 1961, il publie Les Paravents, qui sont une des plus grandes pièces du répertoire contemporain français. La pièce est créée à l'Odéon en 1966. Elle déclenche l'une des plus grandes batailles théâtrales du XXe siècle. Mais Genet a disparu de la scène littéraire. Genet publie Les Paravents à 51 ans et meurt 25 ans plus tard. Quand il meurt, on découvre donc, à son chevet le manuscrit d'une dernière œuvre qui est un chef-d'œuvre testamentaire qui est Un captif amoureux, qui est le récit de ses aventures politiques, de ses pérégrinations auprès des Panthères noires aux États-Unis et des Palestiniens en Syrie et Jordanie. Et donc, voilà, on a cette période très très longue de silence quasi total de Genet. Et au fond, les valises disent quelque chose de ce qui s'est passé durant ces années-là. Et au fond, je pense que c'est peut-être le point le plus émouvant et le plus littérairement aussi le plus intéressant que ces valises permettent de mettre à jour, c'est le fait que Genet, vous avez rappelé cet accident biographique qui est arrivé durant sa vie, c'est-à-dire que Abdallah, ce jeune funambule, moitié algérien, moitié allemand, qui était devenu son compagnon, dont il a été très proche, à qui il a dédié l'un de ses plus beaux textes, qui est une sorte d'art poétique de Genet, qui s'appelle Le Funambule. Abdallah se suicide après avoir fait une chute du fil et Genet vit ce suicide comme une action terrible qui le remettait en question parce que au fond, d'une certaine façon, il se sentait responsable de s'être un peu détourné d'Abdallah après la chute de son fils. Ce qui intéressait beaucoup Genet, c'était de faire des choses avec Abdallah, d'accompagner un artiste en train de se développer. Et le jour où Abdallah ne peut plus monter sur le fil, Genet se tourne vers d'autres pôles d'intérêt et donc il a le sentiment qu'Abdallah s'est suicidé en partie par sa faute. Et là, il décide d'arrêter d'écrire. Il décide de ne plus rien écrire. Il brûle les manuscrits qui sont en sa possession et ça va assez loin. Je veux dire, ça prend une forme presque d'absolu parce que il décide de ne même plus porter un crayon sur lui et de ne plus tracer aucun mot sur un papier. Il refuse même de signer ses contrats. Voilà, c'est un acte de disparition. Et durant 3 ans à peu près, Genet effectivement n'écrit rien.
On a, voilà, un immense écrivain qui est probablement parmi les plus grands écrivains de son temps, qui décide d'arrêter totalement d'écrire. Il se trouve que 3 ans plus tard, après une période de très profonde dépression de la part de Genet, qui va même jusqu'à une tentative de suicide, Genet fait un grand voyage en Extrême-Orient. Il arrive au Japon et là, il se passe quelque chose. Peut-être que son éloignement du monde judéo-chrétien et du sentiment même de culpabilité s'atténue et il découvre une autre culture, une culture plus déliée, ce qu'il appelle lui-même nomme cela le sourire du Japon. Et à partir de là, revient chez lui un un désir de vie. Et ce désir de vie va être, comment dire, très fortement boosté, on va dire, par mai 68. Genet revient en France au moment où il y a mai 68. La France qu'il pensait être un pays avachi, un pays de bourgeois, qui n'intéressait plus beaucoup. Il voit une France debout, une France jeune, une France en révolte. Et à partir de ce moment-là, son propre rapport aux politiques va changer, peut-être parce qu'il comprend pour la première fois que sa révolte personnelle, la révolte qui était la sienne depuis l'enfance, sa révolte d'enfants abandonnés, d'enfants d'assistance publique, d'enfants placés en colonie pénitentiaire, de voleurs, de délinquants. Je l'ai écrit toute la première partie de sa vie en prison. Eh bien, il comprend que cette révolte-là peut peut-être s'articuler à une révolte collective et que peut-être que quelque chose de ce qui se passe en France et dans le monde, puisqu'on est dans une période d'ébullition politique très forte, peut-être que quelque chose peut répondre et qu'au fond, tout en restant seul, il n'est plus tout à fait solitaire. Et à partir de cela, il rejoint donc les Black Panthers et les Palestiniens, qui vont devenir les 2 grands mouvements qu'il aura soutenus le plus fortement durant sa vie. Il est sollicité par eux et il leur apporte beaucoup plus que ce qu'un intellectuel ordinaire apporte, c'est-à-dire la signature de quelques pétitions ou l'écriture de quelques textes politiques. Genet fait beaucoup plus que ça. Il accompagne ces mouvements, il accompagne les Black Panthers aux États-Unis, il vit dans les ghettos noirs, il est un des très rares blancs à être accueilli et reçu à l'intérieur du ghetto. Il aide les Black Panthers à récolter de l'argent et à réunir des fonds pour nourrir leur mouvement. Il écrit des textes pour eux qui pour lui ne sont pas des textes littéraires mais des textes politiques. Et lorsqu'il rencontre les Palestiniens, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que là, il va d'une certaine façon tomber amoureux, non pas d'un Palestinien ou même s'il les trouve très beaux, il va tomber amoureux du mouvement palestinien, de ce mouvement de révolte et de jeunesse. On est dans des années où les Palestiniens sont à la fois dans une situation désespérée, mais en même temps dans une situation c'est le moment où, au fond, on passe de l'appellation qui était celle qu'on attribuait aux Palestiniens précédemment, c'est-à-dire c'était des réfugiés, on parlait des camps de réfugiés, ils passent du statut de réfugié au statut de fédayine, c'est-à-dire au statut de combattant. Et au fond, ce qui a toujours intéressé Genet, c'est le moment où, au fond,
ce n'est pas l'oppression en elle-même, mais c'est le moment où un groupe qui est opprimé se dresse et se met debout. Et c'est là qu'il trouve l'origine d'ailleurs et le sens de ce qu'il appelle la beauté des Palestiniens. C'est pas une beauté qui est donnée, c'est la beauté d'un peuple qui est qui se révolte et qui se dresse contre ses oppresseurs. Et c'est ce moment-là qu'il détecte, y compris même chez les Black Panthers, parce que son premier intérêt pour les Black Panthers, au fond, il provient d'une image qui est restée comme une des grandes images politiques contemporaines. C'est ce moment où les athlètes noirs à Mexico en mai 68 montent sur le podium et dressent leurs poings gantés de noir en baissant la tête, ce qui est le signe même des Black Panthers. Et donc, cette image relayée par les caméras du monde entier au cœur d'un espace qui est considéré comme apolitique et où le monde n'intervient pas, qui est le sport. Au cœur de cet espace, il y a une sorte de signe politique qui est d'autant plus fort qu'il ne réclame rien, mais qu'il affirme l'existence de la révolte et de la dignité noire. Et donc ce moment de bascule entre la situation d'opprimé et la situation de révolté, ce moment-là, c'est le moment auquel je n'ai le plus attentif. Et tous les textes de cette valise reflètent cela. D'ailleurs, on découvre à la faveur des textes contenus dans cette valise que la littérature n'est jamais absente de ses engagements politiques, dans la mesure où il explique, notamment en ce qui concerne les Palestiniens, que son rapport à cette cause est aussi mu par la poésie. Il y voit une dimension poétique. De la même manière, lorsqu'il écrira des textes, notamment pour l'hebdomadaire publié par les Black Panthers, ou encore un texte engagé et qu'un ami lui rapportera les éditions en provenance des États-Unis, il les recevra avec autant de plaisir, si ce n'est plus, que ces autres textes plus littéraires à proprement parler. Alors, cette période que vous venez d'évoquer et qui est très 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 présente dans les valises, s'articule autour des années 70. Et c'est justement en 1970, à Beyrouth, ville dans laquelle Genet dira plus tard qu'il est tombé amoureux du monde arabe, que vous le rencontrez vous-même. Alors, quelques mots peut-être sur cette rencontre. Ma rencontre avec Genet, elle est quand même assez anodine. C'est plutôt... c'est un peu le fruit du hasard. Je ne pensais pas... J'avais 20 ans, je vivais à Beyrouth et je ne pensais pas une minute que cette œuvre occuperait autant de ma vie. C'était un écrivain, au fond, mon goût portait à la littérature. Je me souviens que j'avais rencontré à la même époque à peu près un autre grand écrivain français en visite au Liban, qui était Aragon. Mais Aragon était entouré d'une escouade d'attachés culturels. Il se déplaçait comme un ambassadeur de la France, mais pas comme... Genet était un infiltré, c'était un solitaire, c'était quelqu'un qui n'était... Personne ne savait qu'il était au Liban, il était reçu dans les camps. Ni l'ambassade de France, ni les lieux, comment dire, les institutions culturelles n'étaient même pas avertis de sa présence. Donc, Genet était un franc-tireur et il arrivait tout seul. Aragon, c'était comme voilà, c'était comme voilà le prototype c'est un immense écrivain, mais c'était comme
le grand écrivain en visite chez les indigènes, c'est-à-dire qu'il qu'il saluait tout le monde, mais qu'il ne regardait personne, qu'il avait des yeux bleus, qu'il ne voyait rien, et qu'il était juste de passage. Genet n'était pas de passage, il était à l'intérieur des cercles et des espaces qu'il traversait, mais qui n'était pas du tout un écrivain en voyage, Genet. Il était avec il accompagnait des mouvements sans jamais prendre la pause de la littérature. Alors c'est intéressant parce que vous dites en même temps que, au fond, ce qu'il perçoit, c'est la poésie, c'est vrai. Il ne prend jamais la pause de l'écrivain, mais il est toujours en situation. Il a le regard qu'il porte sur la réalité poétique, sur la réalité politique, est un regard de poète. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il perçoit, par exemple, chez les Palestiniens, et qu'il nomme de ce terme étonnant qui est le mot poésie, c'est la transformation du rapport entre les êtres. Dans les camps palestiniens, il sent que le rapport qui lie les êtres entre eux, peut-être aussi parce que ce sont des êtres menacés par la mort et qu'ils sont tout le temps en danger. Et donc, comme ils sont en danger, ils sont aussi dans une sorte de liberté que donne le danger. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont dans une période où ils affrontent la mort sans beaucoup de problèmes et ils sont d'une grande gaieté. Et surtout, entre eux, tous les rapports hiérarchiques sont inversés. Il n'y a pas de vrai chef, il n'y a pas de vrai... Ils sont comme des... Voilà, comme... ce qu'il décrit, ce qu'il donne homme poésie, c'est ce type de rapport. C'est-à-dire ce moment où les rapports hiérarchiques qui règlent toute société sont suspendus. Et c'est ce qu'il aime dans le rapport avec les Palestiniens. Il écrira d'ailleurs quelques années plus tard, en 1982, le texte célèbre 4 heures à Shatila, lorsqu'il sera l'un des premiers à pénétrer dans les camps palestiniens avec son ami Leila Chaïd, à la suite du massacre perpétré par les milices libanaises dans ce camp de réfugiés. Oui, tout à fait. C'est un des grands textes qui a probablement été au départ du retour vers l'écriture de Genet. Ça a été ce texte qu'il a écrit sur les massacres de Sabra et Shatila. Mais pour revenir juste à la question que vous posiez tout à l'heure des valises, je crois que ce qu'il y a de plus étonnant dans ces valises, c'est de voir cet homme qui avait au fond décidé de ne plus écrire, qui avait tourné le dos à la littérature et qui avait d'une certaine façon prononcé un vœu de silence, un peu comme un moine. Hein. Et il y a quelque chose du moine dans l'ensemble de la trajectoire de Genet. Eh bien, cet homme qui sent par le politique, qui sent revenir en lui le désir d'écrire, il lutte pendant très longtemps contre ce désir. Et donc il écrit, il griffonne sur tout ce qui lui tombe sous la main. Dès qu'il y a un bout de papier, une enveloppe, il déchire des notes qu'il prend dans des livres. Quand il lit un journal, il écrit sur le bord des journaux et il déchire la page. On le voit dans les documents qui sont montrés dans le livre des valises de Genet. On a cet extraordinaire déploiement de supports totalement variés, une sorte de panoplie de fragments et de bouts, au fond, et qui viennent aussi du désir ou de la tentative de Genet, au fond, d'échapper au livre. Genet, ayant fait vœu de silence, il écrit malgré lui, mais il ne veut pas aller vers le livre. Il préfère, par exemple, il achète un bloc de papier
mais il remplit la couverture du bloc d'annotation, mais rien à l'intérieur des pages. Le bloc reste vierge, mais tout autour, il écrit. Et donc, on a une autre histoire qui se lit aussi dans ces valises, qui est l'histoire d'un désir d'écriture contre son auteur. Il y a une sorte de guerre, de combat singulier entre un auteur qui ne veut pas écrire et le désir d'écriture qui le submerge comme une marée. Et on voit petit à petit le grand livre qu'il finit quand même par écrire à la fin de sa vie se faire, mais qui se fait malgré lui. Et ce que montrent les valises, c'est ça qui est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans l'ensemble des documents, c'est de voir cette lutte, c'est-à-dire c'est au fond, je dirais, ces choses griffonnées. Griffonner, ça a été vraiment pendant 15 ans, ce que Genet a fait. Et il a fallu simplement, probablement qu'il sache dans les 2-3 dernières années de sa vie qu'il était malade, qu'il avait un cancer, qu'il n'en avait plus pour longtemps, pour que brusquement l'ensemble de ces bouts de papier qui sont conservés dans les valises, il a fallu cette maladie pour qu'il les rassemble et que, à partir de ces fragments, il écrive enfin un grand livre qui est écrit dans un flux continu. Et là, on voit aussi ce que c'est que le génie d'un artiste, c'est-à-dire la façon dont des petites choses fragmentaires qui peuvent être plus ou moins intéressantes, mais qui ne donnent rien à voir comment dire, qui ne laissent pas voir un projet d'œuvre se dessiner, brusquement, leur assemblage avec une sorte de génie du montage et de l'articulation devient un grand livre continu et un chef-d'œuvre. Donc, mais il ne le fait que lorsque il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Donc, d'une certaine façon, on peut se dire ça, Genet au fond n'écrit que lorsqu'il est condamné. Donc, il écrit ses premiers livres quand il est condamné par la justice en prison. Il a déjà 30 ans. Et son dernier livre, il écrit quand il est condamné, mais par la médecine cette fois-ci. Et c'est toujours en situation de faiblesse qu'il écrit. Et en renversant cette faiblesse, c'est-à-dire en faisant de cette situation de condamné une force et je dirais une force de vie. Il n'est jamais plus vivant que dans le dernier livre qu'il écrit, et qu'il écrit alors qu'il est vieux, malade, que tout le monde pense autour de lui que c'est un écrivain qui n'écrit plus, qu'il n'a plus rien écrit depuis 25 ans. Donc, moi-même, lorsque j'ai commencé mes travaux autour de Genet, je étais encore vivant, mais tout le monde disait « Oh, Genet, c'est terminé, c'est une œuvre il a tout donné dans les premières années, et maintenant, voilà, c'est un écrivain qui n'écrit plus. » Et là, on a quand même les valises donnent une grande leçon de ce que c'est qu'un écrivain, c'est-à-dire que quelqu'un capable, même malade à 75 ans, n'ayant plus rien écrit pendant 25 ans, de tout rassembler et de donner à cette dernière œuvre une puissance extraordinaire. S'il y a une chose que les valises de Genet racontent, c'est ça. Alors, elles racontent aussi, et on s'aperçoit au fil de ce que vous expliquez en regard de la présentation des documents, qu'en fait, les documents gardés ne doivent rien au hasard. On trouve dans ces valises aussi des traces de 2 projets cinématographiques
qui n'ont pas abouti. Alors le premier, qui consistait à une réécriture de son premier roman, Notre-Dame des Fleurs, qu'il avait écrit en prison, hein, il faut le rappeler, en 1942. Le premier projet, donc, consistait à réécrire ce livre et il avait été demandé par David Bowie, qui voulait à tout prix incarner le rôle du travesti divine. Ils avaient même trouvé un producteur en la personne de Christopher Stamp, le frère du célèbre acteur Terence Stamp. Et finalement, ce projet, peut-être très ambitieux, très politisé, différent hein, du texte original, transposé dans une autre époque aussi, n'a pas vu le jour. Ensuite, quelques années plus tard, dans les années 76-78, il y a eu un second projet, La Nuit venue, qui est parti d'une mésaventure survenue à son compagnon, Mohamed El-Katrani. Ce projet avait réussi à obtenir l'accord pour une avance sur recette, producteur trouvé, et là encore, le projet n'aboutit pas parce qu'à la veille de la première réunion technique, Genet l'abandonne. Alors qu'est-ce que ces deux projets cinématographiques avortés nous disent encore une fois de Genet? Parce qu'il a conservé les traces de ces projets. Ils sont dans les valises. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il y a cette tentation du cinéma qui a toujours occupé Genet. Genet a eu peut-être aussi un modèle assez éblouissant sous les yeux qui était Jean Cocteau. Et Jean Cocteau avait réussi une double œuvre littéraire et cinématographique. Et Genet, lorsqu'il commence à écrire, même dans ses tout premiers manuscrits, quand il est encore en prison, il pense toujours au cinéma. Et il a écrit un grand nombre de scénarios, certains qu'il a vendus, d'autres qu'il pensait tourner lui-même. Et en fait, c'est assez paradoxal parce que Genet a effectivement tourné un film, mais c'est un film qui fait 25 minutes, qui s'appelle Un chant d'amour, et qui est un film qui est resté un film culte, qui a été longtemps montré dans des festivals et de façon clandestine, et qui est, là aussi, c'est un énorme paradoxe, qui est un film muet, c'est-à-dire que Genet, au fond, en vrai artiste, lorsque il passe de la littérature au cinéma, il n'arrive pas avec ses armes d'écrivain, de littéraire. Il fait un film muet, c'est-à-dire un film qui est vraiment un film d'image. Et lorsqu'il aborde le cinéma, il l'aborde pas comme un écrivain aborde le cinéma en transposant ses moyens, il l'aborde dans le champ même du cinéma, dans le champ de l'image. Et alors, une des choses que montrent aussi les valises, parce qu'au fond, les valises, ça répond au fond à une grande question qui est qu'est-ce qu'écrit un écrivain quand il n'écrit pas? On a à peu près 25 ans de vie où Genet n'écrit pas. Qu'est-ce qu'il écrit? Parce qu'un écrivain, il a beau se taire, il a beau pas écrire, il écrit toujours, mais il écrit différemment. Dans cette période-là où Genet revient où Genet arrête d'écrire, il a d'abord du mal à vivre, c'est-à-dire heureusement, il a ses pièces de théâtre qu'il avait écrites auparavant, et dans ces années 70, Genet est très joué dans le monde entier. On traduit, on le montre, les bonnes sont jouées. Il y a une légende qui dit qu'il n'y a pas un soir où les bonnes ne sont pas jouées quelque part dans le monde. Et donc son théâtre continue à le faire vivre, mais il a 5 personnes qui vivent autour de lui. Il distribue l'argent à son compagnon, souvent son compagnon marié, donc au mari de son compagnon. Il a des gens qu'il fait vivre. Et donc, il a besoin de gagner de l'argent. Il en gagne parfois en promettant des
des livres à des éditeurs qui lui versent un acompte et à qui ne donne jamais le livre, évidemment. Il a beaucoup usé de ce stratagème. Mais il reçoit des commandes. Et celui dont vous parliez, le plus étonnant, c'est celui-ci. C'est David Bowie qui avait lu Notre-Dame des Fleurs quand il était jeune et qui avait été ébloui par le personnage de Divine, le travesti flamboyant qui est au cœur du livre et qui avait toujours rêvé de jouer le rôle de Divine. Et le jour où il rencontre un peu par hasard Jeunet, il lui dit qu'il voudrait jouer ce film et il propose à Jeunet d'écrire lui-même le scénario du film. Jeunet hésite, mais il a besoin de l'argent et David Bowie lui offre beaucoup d'argent grâce au producteur Christopher Stan. Et donc, Jeunet décide de le faire, il va s'installer pendant 3-4 mois à Londres et il écrit le scénario qui est une adaptation de son premier livre. C'est quand même étonnant de voir un écrivain qui a renoncé à la littérature, qui a tourné le dos à un truc, qui refuse tout entretien, qui ne joue pas du tout le rôle de l'écrivain social. Jeunet accepte de revenir sur son premier livre, mais il réécrit un scénario en le transposant complètement, en le politisant, en faisant une immense fresque homosexuelle qui se passe sous l'occupation et au moment de la libération. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait sortir de Notre-Dame des Fleurs tout ce qui a rapport au narrateur, qui est le narrateur qui écrit en prison et qui, au fond, est le représentant de Jeunet. Il écarte du scénario, mais il met au centre du scénario, au fond, ce qu'il appelle les folles, c'est-à-dire ces personnes, ces figures, ce mouvement qui a été aussi pourchassé sous l'occupation. Donc voilà, ça c'est un des scénarios de Jeunet. Il y en a d'autres. Il a voulu même à un moment donné lui-même tourner des films, mais curieusement Jeunet a écrit des scénarios, rempli beaucoup de pages de manuscrits de scénarios, mais au moment où le scénario trouvait un début de réalisation, c'est-à-dire une production, il y a même un de ces scénarios, La Nuit venue, où il y a même un casting qui se fait, mais Jeunet disparaît au moment où le film doit commencer. Et en fait, je pense on peut penser que Jeunet est un écrivain, vous savez, c'est un écrivain qui a écrit dans la position la plus solitaire qui soit, c'est-à-dire en prison, alors qu'il risque la prison à perpétuité pour récidive de vol, et donc il n'a qu'une seule arme, une seule dans la vie, c'est des feuilles de papier et un crayon. Et à partir de ça, il renverse son destin. Au cinéma, ce n'est pas la même chose. Au cinéma, on n'est pas tout seul. Le cinéma est une œuvre collective. L'auteur d'un film, c'est à la fois le réalisateur, mais aussi les acteurs, le producteur. C'est une création qui se partage. Et Jeunet pouvait difficilement accepter l'idée de partager, je pense, sa création. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aucun des scénarios qu'il a écrits n'a été tourné. Mais on en trouve la trace dans les valises. Alors, pour terminer cet entretien, je voudrais que vous nous disiez quelques mots du texte qui clôt le livre et qui est un inédit. Il s'intitule La lumière et l'ombre. Il a été écrit en 1978 par Jean Genet à la suite d'un séjour en Turquie effectué en 1972. C'est l'un des rares textes structurés et longs contenus par ces valises. C'est aussi l'un des rares écrits littéraires, et c'est là qu'il est très intéressant, de Jean Genet entre Les Paravents, pièce que nous avons évoquée, dernière publication de son vivant,
écrite en 1961, et son œuvre majeure, Un captif amoureux, paru après sa mort en 1986. Alors qu'est-ce que ce texte crépusculaire et poignant, dont la lecture est véritablement troublante? C'est effectivement, là on a c'est le seul élément qui est donné dans ce livre sur les valises de Genet, c'est-à-dire qu'il se termine par un texte inédit, plus long, et qui est effectivement un récit, un véritable récit, qui est un texte. Oui, vous avez raison de dire qu'il est poignant parce il porte sur deux choses principales. Il y a deux expériences auxquelles Genet fait allusion. C'est d'une part cette période qui a été le moment où, après avoir écrit le journal du voleur, et donc au bout de Genet obtient la grâce présidentielle du président de la République pour les années qui lui restent à purger, et Genet est libre. Et beaucoup plus tard, Genet dira une fois dans un entretien, une fois libre, j'étais perdu. Parce que Genet avait écrit toute la première partie de son œuvre contre le monde, et il l'avait écrit comme une sorte de guerrier qui a sa peau à sauver, et qui écrit de l'autre côté du mur de la prison, et qui écrit à des gens, au fond, les gens dont il parle ne peuvent pas le lire, et ceux qui vont le lire ne sont pas des gens de son bord à lui. Donc il est le jour où Genet perd au fond la garantie, j'allais dire la sécurité que lui donnait la prison, il se retrouve dans une situation d'écrivain ordinaire, et Genet ne veut surtout pas. Genet, au fond, n'a jamais voulu réintégrer le monde social. Il a écrit à partir d'une situation d'exclusion, et lorsque cette exclusion est tombée, lorsqu'il a obtenu la grâce du président, il a perdu en même temps ce qui faisait le sens de son œuvre. Donc, Genet parle de cette expérience étrange qu'il a vécue une fois qu'il a été gracié, et il parle de 5 années de séparation, avec le sentiment qu'il était séparé du monde et coupé du monde. Et c'était une première crise importante qu'il avait traversée, et dont il parle avec beaucoup de force, en disant qu'il regardait le monde comme à travers une guérite, comme si le monde lui échappait au moment où il y était reçu. Au fond, on peut penser d'une certaine façon que la réussite de Genet, parce qu'il y a une réussite, on a un écrivain qui est considéré comme un grand écrivain alors qu'il était sur le point de basculer de disparaître dans le monde de la prison. Eh bien, cette réussite a été pour Genet aussi vécue comme une catastrophe. Il arrive à sortir de cette situation de catastrophe, qui le mot désastre à un moment, qu'en revenant dans la littérature grâce au théâtre. Et puis, il y a un autre élément dont il parle, et qui est aussi une très belle chose, c'est-à-dire que Genet, lorsqu'il se trouve dans ses années politiques, il passe par la Turquie, en quittant la Jordanie, il fait des haltes en Turquie, et un jour, au sud de la Turquie, il aperçoit une très belle maison, une maison qui est dans ses goûts en tout cas, c'est-à-dire, il ne la décrit pas beaucoup, mais c'est une maison qui est un peu à l'écart, qui domine un paysage, et qui a une très belle terrasse. C'est pas une maison très très riche ou noble, mais c'est une maison qui lui plaît, et pour la première fois de sa vie,
Jeunet a envie de cette maison. Et c'est très grave pour lui parce que Jeunet s'est gardé toute sa vie d'habiter le monde, d'habiter quelque part. Il a toujours vécu à l'hôtel. C'est quelqu'un qui n'a jamais, c'est une de ses expressions, voulu céder au monde. Et le désir d'une maison lui est apparu à la fois comme la chose qui pouvait le plus le séduire. Au fond, une maison pour un enfant abandonné, ce n'est pas non plus rien. Eh bien, il décide tout de suite de quitter le pays et de partir le plus vite possible pour échapper à son propre désir de maison. Et donc là, dans ces deux histoires, c'est-à-dire ces 5 années vécues dans une sorte de sentiment de séparation après qu'il ait été gracié, et dans le désir lorsqu'il aperçoit une maison pour la première fois dont il a envie, lui qui a toujours voulu, au fond, s'il y a un lieu où Jeunet a voulu habiter, ce lieu c'est dehors. Et la maison lui faisait courir un énorme risque, c'est celui de revenir à l'intérieur de la société. Et donc, voilà, il quitte très vite la Turquie, qui reste quand même imprégnée par cette grâce d'avoir abrité une maison qui lui plaisait. C'est un pays qu'il a beaucoup aimé. Et le récit qui clôt ce livre se tient entre ces deux histoires. Voilà. Et c'est effectivement, vous disiez, c'est un très beau récit, un peu crépusculaire. C'est vrai qu'il peut être crépusculaire, mais je pense qu'il faut garder aussi une idée en tête, c'est que Jeunet, fuyant la réussite ou fuyant le désir de maison, est toujours animé par un désir de vie. Au fond, rester pour lui dehors, c'était rester vivant. Être intégré à l'intérieur de la société, revenir dans l'espace social, peut-être que pour lui, c'était la mort. C'est pour ça d'ailleurs que, au fond, s'il y a un lieu où il a habité, on peut dire que ce sont ses valises. C'est une très belle conclusion. Albert Dichy, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la revoir ainsi que les précédentes éditions d'Histoire d'œuvres sur la chaîne YouTube de Racines de Ciel. Le livre d'Albert Dichy que je vous présente et dont je tiens à souligner la beauté et la fluidité de la maquette également. Vous pourrez le remarquer à votre tour. Ce livre est bien évidemment disponible auprès de notre partenaire, la librairie La Marge d'Ajaccio. Merci à Nicolas, notre indispensable régisseur. Merci évidemment, encore une fois, à Michel Leca d'avoir permis cette rencontre. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, et à bientôt pour une nouvelle édition d'Histoire d'œuvres. Bien sûr, écoutez les histoires d'œuvres. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador.
sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau il plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Lire au boulot, la barricade du sommeil. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.